Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, Manuela, Mano, toute l'équipe de Zouk TV, bonsoir. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir une grande dame, députée au niveau national. Nous avons le plaisir de recevoir Madame Kéké, à qui je dis Yayo. À quoi va? Merci beaucoup. Bienvenue chez vous. Merci. Oui, Madame Kéké, vous allez nous exposer ce qui vous a amené, le parcours que vous avez fait pour arriver à l'Assemblée nationale. Et prouver que c'est possible. Là, aujourd'hui, nos téléspectateurs vont vous écouter pour comprendre. Donc, vous êtes de Côte d'Ivoire. Vous avez la binationalité. À Côte d'Ivoire, vous étiez dans quel secteur? Je suis né à Bobo. J'ai grandi à Bobo. Dans le nord de... Dans le nord de la Côte d'Ivoire. Je suis né là-bas, j'ai grandi là-bas. Et c'est de là-bas que je suis venu en France. Et vous êtes arrivé en France à quelle période? Je suis arrivé en France en 2000. Je suis arrivé en France le 20 juin 2000. Et quand je suis arrivé en France, étant bigué avant de venir, j'ai entendu parler de la France parce que mon grand-père qui a fait la Deuxième Guerre mondiale ici, et quand il est rentré, on était tout petit, quand on le voyait, quand il parlait de la France, il était tellement fier. Donc nous déjà, depuis petit, on entend parler de la France, voilà, de la belle France et tout. Donc mon oncle qui était ici, qui m'a fait venir, parce que depuis le pays, quand moi j'ai perdu ma mère à 12 ans, j'ai abandonné carrément l'école. Je n'ai pas pu aller à l'école parce que c'est moi qui m'occupais de mes petits frères et petites sœurs. C'est moi qui faisais tout. Donc, c'est dans ce sens-là que j'ai arrêté les études. Donc, j'ai un niveau CM2. Je ne suis pas arrivé loin. Comme je dis, je n'ai pas honte de le dire. Voilà, je ne suis pas arrivé loin dans les études. Donc, mon oncle a vu que je tressais bien et que sa femme avait un salon de coiffure, m'a demandé de venir, si je pouvais venir faire la tresse. Donc, mon père qui a accepté. Et c'est comme ça qu'il m'a fait les papiers, j'ai eu le visa et que j'ai pris le vol pour venir à Paris. Il faut dire que les tresses de Côte d'Ivoire, ou même d'Afrique, ce sont de très belles tresses. Oui, vous savez, avec nos chevaux aussi, hein, nous... Tout est permis. Oui, du côté... Les tresses sont vraiment bien. Quand tu tresses bien, les gens aiment se coiffer, ça rend joli, ça rend belle, voilà. Donc, c'est comme ça que je suis venue. Et quand je suis venue, je sors de l'aéroport. Ce qui m'a plus choqué, c'est le métro. Voilà, le train, quand tu vois que ça passe en dessous, j'ai dit, waouh, mais... C'est la peur totale. C'est quand même, voilà. Non, je me suis dit, mais ils sont forts, mais comme ils ont pu creuser jusqu'en pour faire un sous-sol pour que le train passe, qu'il y a même des êtres humains qui rentrent en dessous pour prendre le train ou bien le métro. Franchement, ça m'a beaucoup impressionné. Donc, je suis arrivée, j'ai tressé, j'ai commencé à faire la coiffure, mais pas dans le salon de coiffure directement parce que comme je n'étais pas encore régularisée, donc je tressais à la maison ou bien je partais au domicile des femmes pour aller les tresser là. Donc, petit à petit, après, j'ai eu mon fils. Quand j'ai eu mon fils, après, j'ai été régularisée. Et c'est comme ça, j'ai commencé à... Quand j'ai été régularisée, parce que moi, depuis petite, comme j'ai commencé à 12 ans à m'occuper de mes frères, donc déjà, la force était déjà en moi. Donc, quand j'ai eu les papiers, allez, j'ai commencé à chercher du boulot. La vie active était prête. Oui, j'étais déjà prête parce que je ne suis pas une femme qui aime s'asseoir. Voilà. J'aime travailler, j'aime aller faire des choses. Voilà. Donc, quand j'ai commencé à travailler, je voyais quand même que quand je me levais du lundi au vendredi, à la fin du mois, j'ai 400 €. Voilà. Quand j'avais commencé dans l'hôtellerie, hein, parce qu'avant de commencer dans l'hôtellerie, j'ai fait garde d'enfants, 1 mois. Ça ne m'a pas plu parce que je ne savais pas comment garder mes enfants. Après, j'ai fait caissière. Ça ne m'arrangeait pas les heures. Après, j'ai fait aide à domicile. Ça ne m'arrangeait pas. Et vous savez, le métier de femme de chambre, c'est de bouche à l'oreille. Voilà. Donc, c'est une amie qui m'a appelée pour me dire, comme elle travaillait à l'hôtel, elle m'a proposé, si Rachel, tu as envie de travailler à l'hôtel pour faire femme de chambre. C'était ma première fois d'attendre le nom femme de chambre. Je savais qu'il y a un hôtel où les gens dorment, mais je ne savais pas les salariés qui travaillaient là-bas, on les appelait femmes de chambre. Oui. Et c'est un métier dur. Très dur, très dur. C'est un métier dur qui abîme le corps.
C'est un métier aussi où on méprise beaucoup, où, comment je peux dire, il y a beaucoup de manque de respect, où il y a de l'esclavagisme au sein de ce métier. Et c'est un métier où on ne considère même pas la femme. Voilà. Quand tu arrives, quand tu donnes 30 chambres, 40 chambres, 28 chambres, 50 chambres par jour et que tu te plains, mais on te dit soit il y a le pôle emploi qui est là, tu peux partir, ou bien soit si tu ne veux pas, tu déposes ton papier, et ton rapport et puis tu prends ta route, tu pars. Et imaginez-vous bien que dans ce métier, il y a certaines femmes qu'elles arrivent, tellement qu'il y a des chambres et qu'on leur met la pression, elles pleurent. Des mères de famille qui pleurent parce qu'elles n'ont pas d'autre travail. Et comme je peux dire, dans ce métier, la majorité, ce sont des femmes. Et les femmes, la majorité de ces femmes ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc, d'où vient l'exploitation de ces femmes-là? Enfin, elles ne savent pas lire le français. Elles ne savent pas lire en français et c'est difficile pour elles de s'exprimer en français parce qu'il y a d'autres qui sont... C'est difficile pour eux de s'exprimer en français parce que beaucoup ne sont pas allés à l'école. Voilà. Là, ce sont des choses que j'ai vues. On ne m'a pas raconté, j'ai vu. Parce que ça fait plus de 50 ans que je descends à Paris. Je suis toujours à l'hôtel. Et j'ai vu le comportement de la clientèle et des employeurs vis-à-vis du personnel. Mais c'est pas facile puisque, comme je dis, ce métier, c'est les femmes racisées qui le font. Parce que quand on vient et que tu es régularisé, tu n'as pas fait les études, tu es obligé de prendre ce qui se trouve, ce qui est sous ta main. Voilà. Donc, c'est comme ça que tu fais le ménage, tu fais aide à domicile, tu fais nounou, tu fais agent de sécurité, parce que tu n'as pas de diplôme. Donc, c'est ce qui est sous notre main. Et on est obligé de faire, parce que quand tu es régularisé et que tu ne travailles pas pour renouveler tes papiers, c'est tout un problème. Parce que quand tu vas renouveler tes papiers, il faut ramener les fiches de paye. Donc, ce métier fait aussi du chantage. Voilà, parce que tu n'as pas le choix. Si tu ne fais pas ce métier, comment tu vas renouveler tes papiers? Voilà, donc on est dans, comme je peux dire, c'est comme si on est dans une boîte de sardines où quand on ouvre, tu sors, ou bien on est vraiment, vraiment sous l'oppression. Et cette situation-là, il fallait qu'on sorte de là. Mais en même temps, ça vous a renforcé. Beaucoup. Ça m'a donné plus d'intelligence de comprendre le système. Parce que quand je voyais la souffrance au sein de l'hôtel Ibis, mes collègues m'ont supporté, surtout moi, je me suis dit, mais comment il faut faire pour sortir de là? Parce que je réfléchissais et je me suis intéressé au système de la France dans le monde du travail. Et c'est comme ça, un jour on était là, voici des syndicalistes qui arrivent, la CGT, non, pardon, la CFDT qui arrive, et la CFDT qui dit, oui, nous sommes là, nous sommes les syndicats, nous sommes venus pour vous parler, pour que vous soyez syndiqués. Et là, je me suis dit, je ne connaissais pas le syndicalisme, et je me suis dit, mais c'est quoi le syndicalisme? Et le syndicaliste qui était là, le syndicat qui était là, pardon, il m'a expliqué. Ouais, si vous êtes mal payé, si vous êtes méprisé, nous sommes là, vous pouvez venir vers nous pour nous expliquer votre situation, tout ça. Et ça m'a donné la force de dire, mais pourquoi ne pas me syndiquer pour pouvoir avoir mes droits. Et c'est comme ça que je me suis syndiqué à la CFDT. Ce qui prouve une chose, parce que vous avez dit que vous avez été jusqu'au élémentaire 2, je crois, au moins 2. Pardon, je n'ai pas compris. En classe CM2. CM2. Oui. Enfin, la vie vous a prouvé une chose. L'idiotie peut être héréditaire, l'ignorance se soigne. Vous vous êtes soigné. Et nous demandons à beaucoup de faire le même. Exactement. C'est-à-dire, bon, comme je dis toujours, l'étude, c'est une bonne chose parce que c'est dans l'école qu'on a le savoir, on a les médecins, on a plein de choses. Mais ce n'est pas parce que, par exemple, tu n'as pas un niveau de Sciences Po ou bien un niveau de Bac plus 5 que tu vas te sous-estimer. Parce que, comme je dis, c'est vrai, les études, tu vas pour apprendre. C'est ce qu'on t'apprend que tu dis. Mais l'intelligence que tu as, ça vient naturellement. Voilà, donc chacun de nous a une intelligence pas possible, il faut l'exploiter. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Additionner les deux. Ouais. Écouter pour comprendre et se dire, bon, on a une capacité, on y va. C'est ça. Et là, vous êtes parti. Oui, je suis parti. J'ai vu que le syndicalisme aussi, la CFDT, n'était pas un bon syndicat. C'était un syndicat un peu corrompu, comme j'ai l'habitude de dire. Et là, maintenant, vous savez, Accor, le groupe Accor, c'est un grand groupe. Il est 6e en Europe et premier mondial, le groupe Accor. Donc, sachez que le groupe Accor qui ne s'est pas fait sous-traite. Et quand le groupe Accor sous-traite,
Et c'est là où je dis la sous-traitance, c'est la maltraitance, c'est de l'esclavagisme, c'est de l'exploitation, c'est le rabaissement, c'est le mépris. Et quand ils sous-traitent, derrière le contrat que le groupe Accor signe avec la sous-traitance, ne vérifie pas comment la sous-traitance traite les salariés. Il ne vérifie pas. Ou même quand tu vas te plaindre chez le groupe Accor pour dire, mais de la manière qu'on nous exploite, c'est pas normal. C'est comme s'ils sont complices du système qui arrive. Non, mais c'est pas parce que, comme je dis toujours, on sort de chez nous, on vient, et qu'il faut se servir de ça pour pouvoir nous exploiter. Mais on peut dire non à ça. On peut dire non, on peut dire stop. On peut dire ça suffit. Mais il faut avoir la conviction, une force de pouvoir dire non. Parce que si tu ne sais pas dire non, et comme je dis, si tu ne sais pas dire non, ben tu vas te perdre en cours de chemin. Une preuve qui est là. Souvent, quand on écoute nos actualités, on s'interroge, on se dit, mais quand les lions ont leurs propres historiens, les histoires de chasse seront racontées autrement que le chasseur. La preuve en est. Et vous avez su manger tous les bons plats de chez vous et qui vous ont donné toute la force morale, physique et intellectuelle. Et aujourd'hui, on voit le résultat. Oui, le résultat est là. Le résultat est là. C'est pour ça que je dis à tous ces employés, tous ceux qui font ces métiers essentiels. Et comme je dis, le jour où je faisais ma campagne, je disais, je serai la voix des sans-voix. La voix des sans-voix, c'est ces métiers, comme je dis, aide à domicile, nounou, aide soignante, femme de ménage, femme de chambre, qu'on n'attend pas, qu'on appelle les invisibles. Voilà. Aujourd'hui, mon élection dans l'hémicycle les a visibilisés. Donc, moi, je dis toujours, où je passe sur les piquets des grèves, quand je dis à ces femmes, ou bien à ces hommes qui sont en grève, de ne pas lâcher. Parce que c'est comme ça qu'ils comprennent. C'est comme ça qu'on peut arracher nos droits. Parce que si on ne dit rien et qu'on accepte tout, on n'aura rien. Rien du tout. Et dans le même temps, quand vous rentrez à la maison, vous constatez que la nourriture française n'est pas celle que vous avez connue en Côte d'Ivoire. Je prends l'exemple de notre loco poisson. Très beau plat, hein? Très bon plat. La loco poisson, c'est bon. La ticket poisson, c'est bon. Et puis, bon, voilà. Et après ce boulot, c'est quand je rentre à la maison, il faut faire manger aux enfants. Et il faut faire manger, il faut t'occuper de la maison. Et puis, bon, c'est pas facile, mais on n'a pas le choix, on fait avec. Voilà. Et j'invite tout le monde à goûter de la loco poisson. C'est très bon. C'est possible d'être fait ici. Hein? Oui, ça se fait parce que la banane plantain, quand même, ça se vend à Château-Rouge et partout d'ailleurs. Et le poisson, tout le monde connaît le poisson, ça se vend. Donc, voilà. Les feuilles de manioc, on les trouve. Enfin, on a tout ce qu'il faut. On trouve tout à Château-Rouge. Oui. Après avoir fait du syndicalisme, vous êtes monté en puissance et vous vous êtes dit pourquoi pas la politique? En fait, je n'ai pas décidé tout de suite de me mettre en politique parce que comme j'étais déjà dans un combat, même pendant la grève qu'on faisait, où on a quand même fait 22 mois et que nous avons gagné, j'ai vu quand même sur le piquet des grèves les députés de la France Insoumise. Qui observaient? Non, qui venaient. Oui, non, mais en même temps, ils observent. Oui, voilà, ils observent, ils viennent parce que pourquoi j'aime ce parti politique de la France Insoumise? Parce que c'est les gens qui vont sur le terrain, qui comprennent la situation de la population, la souffrance des gens. Voilà. Donc, ça m'a attiré un peu pour vous dire, mais si jamais je finis ma lutte, j'aimerais bien travailler avec la France Insoumise pour aller aider les députés à aller sur les piquets des grèves pour pouvoir donner de la force aux salariés qui sont en lutte. Et là, de la manière qu'ils ont vu aussi ma force, ma façon de faire, de tenir la lutte avec mes collègues, de prendre la parole, de ne pas avoir peur, de m'imposer, d'être solide envers le groupe Accor. Mais après notre victoire, pendant la campagne présidentielle, Éric Cotterêts, j'étais en Côte d'Ivoire, m'a envoyé un message pour me dire « Rachel, on aimerait que tu fasses bien la campagne de Jean-Luc Mélenchon ». Et moi, j'ai dit, moi, oui, bon, si vous voulez, moi, ça ne me dérange pas. Et d'où j'ai accepté à mener la campagne de Jean-Luc Mélenchon pendant la présidentielle. 7e circonscription de Val-de-Marne. Exactement. Quelles sont les localités pour qu'on puisse identifier? Mais là, j'ai Rungis, j'ai Chevigny-la-Rue, j'ai Laï-les-Roses, j'ai Fresnes et j'ai Thiers. J'ai quand même 5 grosses villes qui est une ville de droite
Voilà, c'est une vue de droite, mais bon, comme je disais, je dis toujours, avec ma conviction, ma force, ma lutte, ma manière de convaincre les gens, mais j'ai remporté les élections législatives. Et les Français ont eu confiance en moi et ils m'ont mis au Palais Bourbon. Et là, en face, il y avait qui? En face, il y avait l'ancienne ministre des Sports d'Emmanuel Macron. Vous êtes parvenu à la faire courir alors? Mais bon, elle m'avait un peu sous-estimé parce que bon, elle pensait que parce que j'attendais une femme de ménage et qui va voter pour elle. On sait qu'elle ne va pas gagner, les Français ne vont pas la mettre là. Mais moi, je savais parce que je sais que c'est un combat. Et je disais, dans un combat, il ne faut jamais sous-estimer ton adversaire. Voilà, parce que tu ne sais pas de quoi ton adversaire est capable. Voilà, surtout en politique. Voilà, bon, surtout en politique, il ne faut jamais sous-estimer quelqu'un. Ni sous-estimer, ni mépriser. Ni sous-estimer, ni mépriser, ni écraser, ni piétiner, ni salir. Parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Donc, le résultat était là. J'ai mené une très bonne campagne avec mon groupe au sein de ma circonscription. On s'est battu. On a tout fait. On a eu même des personnes qui sont venues, nous ont venu en aide pour distribuer les tracts. Là où les médias se sont vraiment intéressés, ils se sont dit, mais attends, une femme de ménage, de plus une africaine, mais ça a été vraiment le déclic des médias pour voir où est-ce que c'était comme, c'est-à-dire notre élection, c'était comme la Coupe du Monde aujourd'hui. Parce que tout le monde voulait savoir comment est-ce que ça allait finir. Soit c'était l'ancienne ministre des Sports macroniste, ou bien soit c'était moi. Et à la fin, c'est moi qui ai gagné. C'est une compétition que j'ai suivie de Martinique. Ah, d'accord. Je me suis dit, c'est certain, elle passera. Vu le paysage là, elle passera. Et elle est passée. Mais c'est la lutte. C'est la lutte. C'est pour ça que partout où on m'invite, j'enseigne la lutte à mes frères et à mes soeurs, à tout le monde. Et comme j'ai dit, quelle que soit la couleur de peau, que tu sois vert, rouge, orange, noir, il faut aimer la lutte. Parce que comme j'ai dit, nos ancêtres ont lutté. Aujourd'hui, si l'esclavagisme a été aboli, c'est parce qu'il y a des gens qui ont lutté et qui ont combattu. Aujourd'hui, si la femme a le droit de voter, c'est parce qu'il y a eu des luttes des femmes. C'est pour ça qu'on a eu le droit de vote. Donc, la lutte est très importante. Et là, aujourd'hui, tout le monde presque a abandonné la lutte. C'est vrai, les gens luttent, mais ce n'est pas la majorité. Il faut qu'il y ait massivement de personnes dans la rue pour pouvoir lutter contre ce que la politique nous fait. Voilà. Parce que si on ne lutte pas et si on laisse la politique aux politiciens, mais je pense qu'on va souffrir. Toujours regarder l'autre à hauteur d'homme. Jamais baisser la tête. Toujours. Parce que je pense qu'une vraie combattante est quelqu'un qui regarde droit dans les yeux et qui parle. Et quand tu parles avec tes tripes. Tu ne lis pas, tu parles, tu dis ce que tu ressens. Et je pense que ça touche plus les gens. Parce que souvent, quand je parle, les gens me disent, Rachel, j'ai des frissons, j'ai de la chair de poule. C'est parce que ce que je dis sort de moi une vraie chose. Voilà. Ce n'est pas quelque chose que je vais mettre devant moi pour lire, pour dire non. Je raconte mon vécu et je dis aux gens, si Rachel, de femme de ménage, femme de chambre à gouvernante, a pu arriver au Palais Bourbon, c'est que tout est possible à tout le monde. Tout le monde, tout est possible. Et la représentation doit être, je dirais, exactement comme sur le terrain. Il n'y a pas que ceux qui sont en belle cravate, de belles phrases, de gros diplômes qui peuvent parler de ce que vit le maçon, par exemple. Oui, c'est pour ça que moi je dis à tout le monde, je leur ai dit, de ne pas baisser les bras. Quand tu viens partout où tu es, il faut que tu comprennes le système du pays, comment ça se passe, et tu te mets en lutte pour pouvoir avoir tes droits. Et ça, c'est important. C'est important que tout le monde se dise, mais je suis dans tel pays, je n'arrive pas à sortir, bien sûr, chez moi-même en Côte d'Ivoire. C'est difficile pour moi, non, comment je vais faire? Non, la vie est la lutte. Pourquoi je dis ça? Quand une femme porte une grossesse, elle souffre avant d'accoucher, elle a les petites maladies. Et avant que l'enfant ne sorte, elle a des contractions. C'est une douleur. Et quand l'enfant sort, après il faut t'occuper de l'enfant, c'est une souffrance. L'enfant est malade, c'est une souffrance. Et quand l'enfant grandit, tu le nourris jusqu'à ce que tu grandis. Donc notre vie représente la souffrance. Mais pour sortir de cette souffrance, c'est la lutte. Parce que quand l'enfant sort du ventre, il lutte. Il cherche le chemin, il lutte. Donc en sortant, en luttant dans le ventre pour sortir, notre vie est remplie de luttes. Donc, c'est-à-dire, dès la naissance, on a la lutte en nous. C'est parce qu'on néglige, on ne prend pas, on ne considère pas ça.
On se dit non, je suis fatigué de lutter, je n'en peux plus, ça suffit, c'est bon. Non, au contraire, il ne faut pas baisser les bras. Parce que tant qu'on vit sur cette terre, notre vie sera une lutte jusqu'à la mort. Ne jamais se laisser domestiquer par l'autre. Jamais. Jamais. Tu peux dire non. Quand tu n'es pas content, tu peux dire non. Même si tu travailles pour quelqu'un qui te paye et qui te méprise, mais tu dis non. Je ne veux pas l'accepter ça. Mais pour ne pas aller tout seul au combat, d'où il faut chercher un vrai syndicat. Parce que le syndicat, c'est quoi? Tu ne peux pas te jeter dans une lutte si tu n'es pas accompagné. Tu ne peux pas te jeter comme ça dans une lutte si on ne te dit pas, on ne t'explique pas tes conditions. Je parle à propos du travail. Hein. Oui, oui. Maintenant, concernant la rue, par rapport au gouvernement, là, on peut sortir. Là, il n'y a pas à faire du syndicalisme. On peut s'attendre comme a fait les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes, ils ont vu que tout était difficile. Ils n'ont pas attendu qu'il y ait un leader devant pour dire sortir ou bien un syndicat devant pour dire sortir. Les gens, c'est venu tout seul comme ça. Les gens sont sortis pour dire stop. Qu'on n'en peut plus, tout augmente, on n'en peut plus. Donc, il y a ces gens de lutte aussi. Mais la lutte au travail, on a besoin du syndicalisme. Et un vrai, pas un syndicaliste, pas un syndicat corrompu. On veut des syndicats vrais qui peuvent défendre. Pourquoi je parle du syndicat? Parce que le syndicat a sa part de responsabilité dans le mépris que font ces sociétés. Parce qu'un syndicat qui est corrompu, qui travaille pour le patron, de la sous-traitance qui se dit moi ce sont mes salariés, ne vous inquiétez pas, elles ne peuvent rien faire. Et lui, il a confiance à ce syndicat parce que le syndicat lui donne de l'espoir pour voir que les femmes ne vont pas aller en grève ou bien les hommes ne peuvent pas aller en lutte. Mais quand tu as des syndicats bien, que tu vas vers ces syndicats qui te disent voici tes droits, voilà comment faire pour pouvoir prendre tes droits, mais je pense que tu dois suivre ce chemin. Parce qu'en suivant ces vrais syndicalistes, à la fin, tu as la victoire. Et surtout, je reviens dessus, quand on connaît le terrain, je prends le cas de Rungis, ceux qui soulèvent les pièces en boucherie, là, ça pèse des tonnes pour la semaine. Ceux qui reçoivent la viande, les carcasses. Oui, mais comme je peux dire aussi au marché des régies dans Massiko, vous voyez, il y a des grands camions qui arrivent avec les viandes qu'ils prennent pour mettre. Vous voyez comment ça abîme le corps. C'est difficile pour eux. Même ils ont mal au dos. C'est pas facile. Mais moi, je pense que pour améliorer les conditions de travail de chacun, je pense que c'est la lutte qui peut régler tout ça. Parce que ils sont bien conscients qu'en faisant ça, ça peut te rendre malade. Parce que si tu es malade, ils ne vont pas attendre que tu sois guéri avant de venir. Si tu es malade, tout de suite, ils vont te remplacer. Mais si dans le travail même qu'on fait, on n'est pas unis entre nous, on n'est pas solidaires entre nous pour pouvoir finir ce système-là, mais ils ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas comprendre. Donc, moi, quand je viens, je dis, dans chaque travail où il y a au moins 10 salariés, on doit s'organiser. On doit s'organiser pour dire stop au patron. Et quand tu t'organises pour dire stop, ils comprennent. Stop, vous avez su le dire. Je prends l'exemple, l'une de vos premières interventions à l'Assemblée nationale, quand vous avez posé la question concernant qui connaît la valeur de 950 €. Il n'était pas nombreux à pouvoir répondre à cette question. Mais quand j'ai demandé, parce qu'on parlait sur l'augmentation du SMIC à 1500, parce que vous, comme l'inflation monte de 10 à 15%, donc les salaires n'augmentent pas. Et quand je sors d'un milieu où j'ai déjà gagné 800 €, 700 €, et c'est la réalité. Et quand on demande aux autres collègues d'en face, c'est-à-dire au Front National, aux macronistes, aux RLR, pour dire il est temps qu'on augmente le SMIC pour que ces métiers qui ont 800 € puissent finir bien la fin du mois. Et que tu en fasses qu'on te dit non, mais ça fait mal. Et là, je me suis mise, pas dire en colère, mais je me suis levée pour me dire, mais ces gens, je ne sais pas, mais s'ils sont carrément déconnectés, c'est comme s'ils ne sont pas sur la planète. Ils sont hors sol. Voilà, c'est comme je dis toujours, c'est comme si on les enlevait dans une autre planète, on les ramenait, on les prenait, on les ramenait, c'est comme si c'était des extraterrestres. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'il y a la population qui souffre. Et moi qui représente le peuple, qui vient au Palais Bourbon, qui siège et qui vous dit les raisons, la souffrance des gens qui ont 800 €, 900 €. Et là, on trouve que non, c'est trop exagéré. Et à la fin du vote, le vote d'augmentation du SMIC à 1500 € n'a pas été voté. Et quand tu vois ça, c'est vraiment malheureux. C'est pour ça que les gens, j'ai dit aux gens de regarder LCP, la chaîne parlementaire française, parce que c'est là-bas se décide les vies
du peuple, c'est là-bas que les gens décident. Et ils verront qui est pour eux et qui n'est pas pour eux. Et ils sauront comment voter. Parce qu'aujourd'hui, ils sont dessus de la politique parce qu'ils ne suivent pas. Si tu dis que tu n'es pas politicien, mais la politique te fait. Si tu ne fais pas de la politique, elle va te faire. Et c'est comme ça. Voilà. Oui. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, tout a augmenté. Les factures augmentent, l'électricité augmente. Tu ne peux pas finir la fin du mois. Tout le monde se plaint. Mais c'est parce que c'est ce qu'on décide. On dit qu'il faut qu'on soit comme ça. Voilà. On ne peut rien faire pour nous si nous-mêmes ne bougeons pas, mais on n'augmente pas le SMIC. Et ça, c'est malheureux. Vous êtes dans une commission? Oui, je suis dans la commission des affaires sociales. Bonne place. Merci. Très bonne place parce que ça vous permet de dire exactement la réalité. Oui, mais c'est ce qu'on fait en commission, c'est ce qu'on passe. Ou même en commission, il disait que pendant notre niche parlementaire, où on devait dire, bon, comme l'inflation commence à monter de 15 à 25%, nous, on est remonté à une augmentation du SMIC à 1 600 €. Et je parlais souvent aussi des métiers essentiels, des patrons de la sous-traitance, mais les collègues d'en face, comme le Front National, les Républicains, trouvaient que non, ce n'est pas tous les patrons. C'est-à-dire, les patrons sont toujours protégés et les salariés ne sont jamais protégés. Donc moi, ce qui me déplore un peu, c'est qu'on dit, mais la femme de ménage, elle au parler Bourbon, et quand elle explique les réalités, c'est comme si c'était de l'amusement. Et moi, ça me fait mal, ça me désole quand même. Ça me désole quand même. Parce que quand je viens que j'explique pour dire, je vais dire une chose, sachez très bien que même l'Assemblée nationale sous-traite. Oui. Voilà, même l'Assemblée nationale sous-traite. Donc ça veut dire quoi? L'État est d'accord avec la sous-traitance, l'État est d'accord, est complice avec la sous-traitance. Et il y a un salarié de la sous-traitance qui nettoie les parkings, qui est tombé sur sa machine et qui est rentré dans le coma. Il n'a pas de formation, rien. On lui donne une machine comme ça. Il nettoie le parking, il tombe, il rentre dans le coma et il va à l'hôpital. On l'amène à l'hôpital, 4 jours, il meurt. Et je vous dis jusqu'à aujourd'hui, sur ce problème du décès, silence radio. L'Assemblée nationale n'a pas fait d'enquête. Tout est resté comme ça. Avec la complice de ces syndicats de la sous-traitance, le problème de Moussa Silla est resté comme ça. Et ça, ce n'est pas normal. Oui. Donc ça permet quand même, pour celui qui n'a pas l'habitude de regarder, et même quand on regarde LCP, le mardi matin, pour nous, quand on regarde les débats, on entend les intervenants, mais on n'entend pas ceux qui interviennent derrière et qui mettent la panique. Mais c'est le micro qui fait ça. Non, c'est l'organisation de la chose. Oui, bon, c'est aussi l'organisation, c'est fait exprès. C'est-à-dire même quand tu es là-bas et que tu parles, si tu ne parles pas haut, si tu ne parles pas fort, on ne va pas attendre ce que tu dis. Voilà, c'est que ce que tu dis dans le micro qui permet que les gens comprennent. Voilà, donc, et je vais soulever une chose, c'est qu'au sein aussi de l'hémicycle, comme j'ai dit, nous qui sommes nous avons la couleur de la peau, on est beaucoup attaqués par le Front National. Voilà, on a vu avec Daniel Obognon, après on a vu avec Carlos où le député du RN lui disait rentre chez toi. Et là, pour moi, c'est sur les médias, les CNews, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup d'attaques. Parce que je comprends que quand tu as la peau noire, que tu es française, il faut être plus bas. Voilà, il faut faire le ménage, ça passe. Il faut faire la restauration, ça passe. Il faut être boulanger, il faut travailler dans le bâtiment, ça passe. Il faut être livreur, comme pendant le Covid. On a vu, voilà, pendant le Covid, on a vu les gens qui sont racisés, qui n'ont même pas de papiers, qui ont livré, parce que pendant le Covid, il n'y avait pas, tout était fermé. On a vu les sans-papiers à l'œuvre. Mais aujourd'hui, quand ils réclament leurs papiers, non, on ne peut pas vous régulariser. Vous voyez, donc, moi, j'ai dit aux gens, il ne faut pas qu'on lâche. Il ne faut pas qu'on lâche. Parce que tout le monde a le droit d'être plus haut. Tout le monde. On n'est pas là pour être plus bas, on est là aussi pour être plus haut. Et il faut marcher la tête haute. Voilà. Là, vous avez fait une intervention suite à notre parlementaire de Guadeloupe. Vous êtes content d'avoir pu trouver... Vous êtes content d'avoir pu trouver une petite mesquinerie obstructive pour ne pas laisser une niche aller jusqu'au bout. Tu vas la fermer. Ah non, c'est pas possible. Non, Monsieur Servat, c'est une invective. Monsieur Servat, non, chers collègues, on ne peut pas en venir aux invectives.
Il n'y a que comme ça seulement qu'on Voilà, parvient des donc, fois à régler voilà. les problèmes. Voilà, mais vous voyez, ce que Il le provoque- macroniste a dit, on n'a pas entendu. Hein. Il y a une Mais provo- lui, ce qu'il a dit, c'est ce qu'on a entendu. Et voilà, c'est comme ça. Parce qu'il ne peut pas lui dire, tu vas la fermer sans que c'est parce qu'il a entendu C'est quelque la chose. réponse à Voilà, quelque c'est la chose. réponse à quelque chose. Et c'est comme ça. C'est-à-dire, quand tu dis, quand tu attends, ou bien tu fais quelque chose, la réponse à quelque chose, non. C'est qu'eux, ils ont entendu que les autres n'entendent pas, mais tu deviens, voilà, Mais- tu deviens le méchant. Cette réponse est sortie du cœur. Et heureusement qu'il l'a faite, puisque au niveau national, grâce aux médias et grâce à sa résistance médiatique, on a pu savoir ce qui se passe aux Antilles. Et là, vous êtes venu ici, je pense que vous avez déjà vu le personnel soignant. Je vais vraiment aller voir parce que c'était pendant notre niche parlementaire où on avait passé l'IVG dans la Constitution, ça a été voté massivement même d'ailleurs pour que ça soit inscrit dans la Constitution. Et là, quand on a pris l'amendement de réintégrer les soignants et que Ils ont mis le gouvernement a tout fait pour pouvoir briser notre niche parce qu'ils sont minoritaires. Ils savent que s'ils ne venaient pas envoyer plein d'amendements pour pouvoir... moi, j'appelle ça même faire un coup d'État sur notre niche parlementaire, la loi allait être votée pour pouvoir réintégrer les soignants. Et quand tu vois mes collègues députés des Outre-mer qui expliquent la réalité des hôpitaux des Outre-mer, mais c'est touchant. Ça fait mal. Mais moi, je suis venu, j'irai dans les hôpitaux, ou bien dans un hôpital, aller vérifier, aller voir et me rajouter à eux, parce que cette loi va revenir à l'Assemblée nationale. Oui, ça va revenir à l'Assemblée nationale. Ça ne va pas s'arrêter comme ça. On va ramener cette loi, on va discuter encore pour réintégrer les soignants, mais pour pouvoir avoir la force pour être solidaire avec les députés des Outre-mer, pour pouvoir débattre ce sujet, il faut que, comme je suis sur le terrain, j'irai voir. Comme ça, au sein du Palais Bourbon, j'irai aussi mon mot à dire. Nous comptons sur vous, d'autant que la Cour d'appel de Paris a pris une décision cette semaine, réintégrant un médecin, et ça a fait jurisprudence. Nous espérons que pour tout l'outre-mer, on fera un tir groupé devant les tribunaux pour être réintégré. Ce n'est pas normal qu'un salarié qui se dit « bon, je ne veux pas être injecté », qu'on lui dise « ok, tu restes chez toi, tu ne manges pas, tu ne bois pas ». Oui, c'est pas normal parce que moi, je pense que le vaccin, chacun a son choix. Parce que chacun a le choix. Maintenant, s'ils disent que les soignants ne se sont pas fait vacciner, c'est pour ça qu'on ne veut pas les intégrer. Mais il faut les intégrer comme ça. Quand ils vont travailler, ils peuvent faire le test. Parce qu'il y a des tests. Parce que, par exemple, quand tu veux voyager, il y a certains pays, quand tu veux voyager, on te dit de faire le test, même si tu n'es pas vacciné, et tu viens avec le résultat. Voilà, parce que les malades ont besoin de soignants. Il n'y a pas de soignants. Là, j'ai été à Crémain-Bicêtre, à Villejuif, où j'ai parlé avec des salariés qui m'ont dit, bientôt même, peut-être d'ici 2 jours, je ne sais pas, même s'ils n'ont pas fermé, ils vont fermer l'urgence de Crémain-Bicêtre. Parce qu'il n'y a pas de soignants. Et les malades qui arrivent, que les sapeurs-pompiers ramènent, ils font comment? Voilà, parce que c'est vrai, les gens refusaient de se soigner, mais il y a une manière aussi de faire pour les intégrer. Il faut penser aussi à la population. Pensez aussi à ceux qui se sont fait soigner. Pensez aussi à ceux qui se sont fait vacciner. Bon, par exemple, moi, je me suis fait vacciner. Si je suis malade, je vais à l'hôpital, qu'il n'y a pas de soignants. Moi, je fais comment, moi? Qui vient me soigner? D'autant que la France, c'est le seul pays de toute l'Europe, pratiquement au niveau mondial, qui refuse de l'intégrer. Ouais, parce que je pense que Beaucoup de pays ont accepté. intégré, oui. Oui. Je pense que l'Italie, l'Espagne, beaucoup ont quand même intégré. Donc je pense que c'est un combat qu'on ne va pas laisser. Il faut se battre parce que notre vie aussi en dépend. Si on ne se bat pas pour pouvoir réintégrer les soignants, mais je pense que ça va très mal aller pour nous. Arrivé un moment, je pense qu'on fera la révolution. Parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Malheureusement, si c'est vers ça qu'il faut y aller. Mais ce n'est pas normal qu'un père de famille, qu'une mère de famille ne puisse pas vivre de son métier. D'autant qu'aujourd'hui, toutes les preuves tombent concernant la problématique de cette injection. Bah oui, parce que le problème, c'est que le gouvernement a tellement du mépris. Demain, si eux, ils sont malades, ils vont se faire soigner. Ah, ils ont des hôpitaux pour ça. Hein? Bah voilà. Et dans ces hôpitaux, qu'est-ce qui prouve que tous ces soignants qui sont là-bas sont vaccinés? On ne sait pas.
On ne sait pas. Donc il faut aussi, quand on prend une décision, il faut aussi penser à la population et mettre des choses. Voilà, il y a le test qui est là. Il faut mettre le test pour que les gens se fassent tester avant même de venir mettre leur blouse pour aller travailler. Mais dire carrément que non, on ne peut pas les intégrer et ceux qui sont là, on ne peut pas s'occuper d'eux. Mais ça veut dire en quelque sorte mourir. Et nous, comme on appelle, nous, on s'en fout de toutes les façons. Si les soignants ne se font pas vacciner, ils ne viennent pas travailler. Et ça joue sur nous. Ça joue sur nous. Donc le gouvernement, il faut qu'ils arrêtent le mépris qu'ils ont envers ce peuple. Parce que déjà, on souffre trop pour les façons pour les inflations qui montent beaucoup et le salaire qui n'augmente pas. Déjà, c'est une souffrance. Et maintenant, quand tu es malade, quand tu vas à l'hôpital, il n'y a pas de soignants, c'est une souffrance. Moi, j'appelle ça de la maltraitance. Que le gouvernement arrête de maltraiter le peuple. Voilà. Ça va lui retourner tôt ou tard à la face. On va vers probablement mai 68 et pour la Martinique en décembre 59. Vous avez fait le terrain, vous avez vu la souffrance, à propos de souffrance de nos agriculteurs, enfin, je dirais de la Martinique. Quelles ont été vos impressions? Mais j'ai vu que la Martinique est un peu oubliée. Un peu oubliée parce que j'ai parlé, je suis venu, j'ai écouté, j'ai vu. Surtout j'ai parlé aussi avec les agricultrices quand même qui me disent notre retraite c'est 345 €. Donc même si tu as 70 ans et que tu as la retraite de 345 €, tu es obligé d'aller cultiver pour venir vendre sur le marché, même si tu as 80 ans. Parce que c'est comme ça que tu peux faire pour pouvoir survivre. Et en partant à 80 ans, en partant travailler, en partant cultiver la terre et tu reviens vendre, mais en faisant comme ça, tu tombes, tu meurs. Donc, moi, je pense qu'il est temps que le gouvernement prenne les choses en main. Voilà. Le gouvernement prend les choses en main, mettre des moyens. Ils ont des moyens. J'ai parlé avec une dame qui me dit j'ai fait une formation d'1 mois pour pouvoir cultiver la terre. Elle veut faire de la farine, du bio. Mais elle n'a pas de parcelle pour pouvoir commencer son travail. Mais il y a des gens qui ont les moyens, qui ont plein de parcelles. Il y a l'État aussi qui a des parcelles. Mais il faut qu'ils mettent ça à la disposition de ces femmes qui ont envie de travailler pour pouvoir nourrir leurs enfants. Mais si elles finissent leur formation, qu'il n'y a même pas de terre, les terres sont là, c'est, comment je peux dire, c'est bloqué, qu'on ne peut pas mettre ça à la disposition des gens qui veulent cultiver la terre. Mais c'est quand même difficile. Ça, c'est la partie de terre. Mais il y a une autre partie qui voudrait qu'on réforme dans ce pays. Le comportement de certaines personnes dans les administrations. Lorsqu'il s'agit de faire passer tel dossier, je ne dis pas de passer illégalement, hein, de travailler sur le dossier pour que ça puisse passer. De recevoir la personne qui attend de vous votre service. Et ça aussi, ça ne se décrète pas. C'est un comportement qu'il faudra qu'on réforme. C'est pour ça que moi je dis, il faut se mettre ensemble. Il faut s'organiser. Il faut comme on appelle les Martiniquais et d'autres pays se parlent entre eux. Parce que si on laisse le problème comme ça, ça sera pire de jour en jour. Mais il faut vraiment s'organiser parce que, pourquoi je dis ça? Toujours j'ai l'habitude de dire, l'union fait la force. L'union fait la force. Les femmes qui partent déposer les enfants à l'école, entre elles, elles se parlent. Dans les restaurants, entre elles, elles se parlent. Dans les boîtes de nuit, entre elles, elles se parlent. À la maison, sur le marché, entre elles, elles se parlent. Parce que, qu'est-ce qui peut changer ça? C'est la lutte. Parce qu'on va beau parler. Si dans la rue, il n'y a pas un rapport de force, ça ne va aller nulle part. Ça ne va aller nulle part. Parce que quand il y a un rapport de force, le gouvernement dit, je pense qu'il y a un problème quelque part, il faut qu'on essaie de voir qu'est-ce qui se passe. Et vous allez voir, ils vont dépêcher quelqu'un pour venir voir ce qui se passe. Mais si on ne dit rien et qu'on accepte tout ça, rien ne va bouger. Si on ne fait que des révolutions de salon. Voilà. Parce que tu es chez toi, j'ai fini, là je mange, je suis chez moi, je dors, ça ne va pas bouger. Parce que, comme je dis, il est temps. Parce que le temps devient dur de jour en jour. Il faut qu'on s'organise. Il faut qu'on s'organise. L'organisation, c'est pour ça que j'ai dit, j'appelle au syndicat de la Martinique. Tous les syndicats, que ce soit CGT, CDMT, que ce soit EFO, que ce soit CFDT, que tout le monde sur la Martinique soit ensemble, travaille ensemble, la main dans la main, pour pouvoir lutter ensemble. Parce que là où il y a la division, l'État est tranquille. Rien ne marche. Donc il est temps que
chacun arrête ses petites querelles et il est temps de se mettre ensemble. Parce que, pourquoi je dis ça? À l'hôtel Ibis des Bâtiments, quand nous on a fait 22 mois de lutte, c'est parce qu'on s'est mis ensemble. Au début, c'est vrai, c'était difficile. Mais après, on a vu la réalité que si on ne se mettait pas ensemble, on n'allait pas gagner cette lutte pendant 22 mois. La lutte, c'est pas facile. Moi, je le dis parce que je l'ai vécu. La lutte, c'est difficile. Dans le froid, dans la neige, sous la pluie. On n'était pas dans un hangar, on était carrément dehors. C'est difficile. C'est pas facile. Mais si on n'était pas organisé, est-ce que pendant les 22 mois, on allait gagner toutes nos revendications? Non. C'est parce qu'on s'est organisé. Et il y a l'Union des femmes de la Martinique qui sont là depuis, qui font des luttes depuis des années. Il faut que les Martiniquais créent des associations. La jeunesse, franchement, il faut qu'il y ait une très bonne organisation. Mais si tout le monde est tellement organisé, mais je pense que le gouvernement fera attention à tout ce qu'il se passe. Il faut informer. Et surtout écouter pour comprendre. Bien sûr, il faut informer, il faut écouter les gens, il faut distribuer des tracts, il faut leur expliquer. Mais je pense qu'il y a d'autres qui savent, le problème de la Martinique. Mais ils n'ont plus confiance en fait. Ils n'ont plus confiance, ils ont perdu espoir. Ils se disent non, c'est de la politique. Nous, franchement, ça ne nous arrange pas. Non, on laisse les faire leur politique. Non, on ne va pas les laisser faire leur politique. Parce que si nous, aujourd'hui, on disait, on laisse encore faire ce qu'ils ont envie de faire, on laisse encore nous mépriser, mais vous pensez qu'aujourd'hui, il allait avoir un respect total? Vous pensez qu'aujourd'hui, par rapport à la lutte, jusqu'à ce que je sois par leur Bourbon, ça allait arriver? Non. Non, ça veut dire que dans la vie, on peut se mettre ensemble pour dire non. Et ça marche. Quand on travaille ensemble, ça marche. Il faut créer des associations partout, ça marche. C'est toute une organisation. Si tout le monde est organisé, travaille la main dans la main, mais je pense que la Martinique, on ne va même pas reconnaître la Martinique. Il y a une manifestation prévue concernant les pesticides. Le chlordécone. Il n'y a pas que le chlordécone, les pesticides, l'ensemble des pesticides. Quand nous regardons ce qu'il y a comme pesticides dans un champagne, dans un fromage, dans tout ce qui vient du continent, c'est un véritable scandale. Donc vous avez prévu une manifestation. Oui, on a prévu une manifestation, mais dommage que je ne serai pas là. Mais je lance quand même un appel à venir manifester le samedi 10 décembre pour un non-lieu du dossier de corps parce que je pense que la justice veut carrément abandonner le dossier. Voilà. Pourtant, je pense qu'il y a eu des dégâts. Il y a eu des gens qui sont tombés malades. Il faut les dédommager pour pouvoir se faire soigner. Voilà. On ne va pas quand même... on ne va pas clore un dossier comme ça qui a fait du dégât. Parce qu'Emmanuel Macron lui-même, il a reconnu l'erreur de l'État français dans ce dossier. Donc, on ne va pas clôturer un dossier comme ça et puis on va passer à autre chose. Non, au contraire, il faut dédommager les gens pour que les gens puissent vivre, pour que les gens puissent passer à autre chose. Donc, j'appelle toutes les Martiniquais, tout le monde à sortir massivement le 10 décembre à venir manifester. Là encore, parlons de Macron. Bon, je ne peux pas me l'interdire, ça me regarde en l'air, c'est pas ça qu'il a dit à terre. Ce que l'oiseau dit dans les branches, c'est pas ce qu'il dit une fois au sol. C'est facile pour lui de dire tout ce qu'il dit, et on n'a pas vu ses actions au niveau parlementaire, au niveau de décret qu'il aurait pris, pour justement, au contraire, bien au contraire, il a encore donné une dérogation pour le glyphosate. Mais vous savez, comme il est beaucoup plus dangereux, beaucoup plus dangereux que la chlordécone. Qu'on trouve dans des fromages, qu'on trouve dans beaucoup de choses. Oui, même dans du jus. Oui. Dans du jus, dans des petits pots bébés. Bah oui. Donc c'est pour ça que moi je dis, il faut donner la terre aux femmes qui sont courageuses pour pouvoir produire du bio. Voilà. Et pour donner cette terre, il faut qu'il y ait des analyses. Normalement, il devait avoir un laboratoire. Ici, un vrai laboratoire, c'est pas consistant pour pouvoir tester les sols, pour qu'on puisse donner, s'il y a pas, le sol n'est pas contaminé, pour donner aux femmes pour pouvoir travailler sur cette terre-là, pour pouvoir planter des choses et manger correctement. Parce que vous savez, le bio, ça fait du bien. C'est mieux que quand on amène des produits qu'il y a plein de trucs dedans. De molécules, de pesticides. Voilà. Ça, ce sont des choses à faire. Alors là, quand vous rentrez à l'Assemblée nationale, il y a un gros combat qui vous attend. Ouais. C'est la retraite. La retraite, exactement. Bon, la réforme de la retraite, c'est bientôt, c'est pas dans longtemps.
Et c'est pour ça que nous disons aussi à tout le monde, parce que vous voyez, quand on vote les lois, surtout sur le budget de la sécurité sociale, Elisabeth vient prendre son 49.3 pour... Elle tire 2 fois. Voilà, là, ils ont utilisé ça 7 fois. Donc, déjà, je sais que sur la réforme de la retraite, ils vont utiliser le 49.3. Mais est-ce qu'une femme de chambre peut travailler à 65 ans? Non. Est-ce qu'une femme de ménage peut travailler jusqu'à 65 ans? Non. Est-ce qu'une aide à domicile qui s'occupe des personnes âgées peut soulever à 65 ans un papier, comme je peux dire, pour pouvoir s'occuper de lui? Non. Voilà. Donc, la retraite à 65 ans, nous n'en voulons pas. Donc, au moment où Macron va prendre son 49.3, on ne sait pas, pour faire passer la retraite, la retraite avec son 49.3, mais je pense qu'il faut qu'il y ait un rapport de force dans la rue pour qu'il recule. Il faut qu'il y ait ça pour qu'il recule. Sinon, s'il n'y a pas de rapport de force dans la rue, et que nous, au sein de l'hémicycle, on parle, on se bat pour ne pas que cette réforme passe, et que dans la rue, il n'y a pas de rapport de force, mais je pense que la réforme de retraite à 65 ans passera tranquillement. Et il faudra qu'il mette l'accent sur la pénibilité. Oui, mais il faut qu'il mette Macron, lui, est-ce qu'il peut mettre l'accent sur la pénibilité? Je ne sais pas, parce que ce gouvernement, ils font ce qu'ils ont envie de faire. Hein. Ils n'écoutent personne. Ils font ce qu'ils ont envie de faire. Donc, franchement, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais Emmanuel Macron, le gouvernement français, on ne sait pas comment est-ce qu'il gère le pays. On ne sait pas. C'est quand même bizarre. C'est pour ça que nous, au sein de la NUPES, les gens trouvent qu'on est beaucoup agressif, qu'on est dans l'hémicycle. Non, on va sur le terrain, on dit des choses qui sont réelles. Vous parlez de ce que vous vivez. Hein? Mais c'est ça. Et surtout moi que je viens de là, on parle. Parce que c'est pour ça que je l'ai dit, d'aller sur le terrain, ils vont voir aussi. C'est pas que je suis dans ma psycho, il y a tel monsieur qui m'a dit non, il faut aller sur le terrain. Il faut aller voir ce qu'il se passe. Je pense que s'ils vont sur le terrain, si Macron lui-même il parle réellement sur le terrain et qu'il voit la souffrance de la population, je pense qu'il ne va pas gouverner le pays comme ça. Malheureusement, dans la vie, il y a un proverbe de chez vous qu'on peut très bien appliquer à tout ça, que je vais traduire aussi en créole. Celui pour qui vous allez chercher de l'eau dans le fleuve, c'est bien lui qui excite le lion à votre sortie. Ouais. Il énerve le lion pour vous faire bouffer. C'est un bon proverbe. Ça. Oui, ils viennent chez vous. Et l'autre proverbe mieux martiniquais, roche en l'été, pas connaître souffrance, roche en de l'eau. Toutes les pierres qui sont gentiment bien calées sur le rivage, ils ne connaissent pas la souffrance des pierres qui sont dans l'eau. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est ce qu'on vit, malheureusement, c'est ce qu'on vit avec ce gouvernement. Dans la société, c'est ce que nous vivons, que nous subissons. C'est ce qu'on vit. Et c'est ce que nous, au sein de la NUPES, c'est ce qu'on dénonce. C'est ce qu'on dénonce vraiment. Et il faut qu'on dénonce parce que si tous les partis politiques qui ne vont pas sur le terrain pour comprendre cette souffrance, mais je pense que le monde sera en l'envers. Voilà. Mais il faut déjà qu'ils parviennent à écouter. Quand on voit le prix d'un billet d'avion, Fort-de-France, Paris. Non, on a payé 1 100 € quand même. 1800 €. 1800 €? Oui, 1800 €. C'est cher. Mais c'est excessif. C'est excessif. Et que c'est pas le problème de la France, c'est pas le problème du gouvernement, c'est surtout pas le problème de nos dirigeants, de nos élus. Parce que nous disons, si nos élus faisaient ce qu'il y a à faire, le tarif aurait chuté. Mais je pense qu'ils font, je pense que, au côté de la mairie d'ici, par rapport au maire, je ne sais pas, mais quand même les députés des Outre-mer, ils se battent quand même au sein de l'Assemblée nationale. Quel résultat? Moi, mais vous avez vu quand même qu'on a quand même gagné 12 millions pour le pouvoir d'achat au sein de l'Assemblée nationale. Qui a été cassé tout de suite après. Voilà, avec le 49.3. Mais ça vous dit qu'on se bat ensemble. On se bat les élus d'ici au sein de l'Assemblée nationale. Vous avez même vu avec la réintégration des soignants. On se bat. Mais le gouvernement n'attend pas. Mais ce combat ne peut pas être réussi si l'élu n'est pas accompagné par la population. Exactement. C'est pour ça que je dis, si nous sommes à l'hémicycle en train de lutter avec le gouvernement, mais derrière, il faut qu'il y ait un rapport de force. Et le rapport de force, c'est dans la rue. Parce qu'il ne faut pas qu'on va se mentir.
On n'est pas majoritaire. On n'a pas la majorité, on n'est pas majoritaire. Et Macron, il a fait l'alliance avec le RN. Voilà. Et d'où ces lois passent tranquillement, comme si ça coule comme de l'eau. Si ce n'est pas le Front National, c'est les Républicains. Il est tranquille. Donc nous, on n'a pas la majorité. Mais où est-ce qu'on peut, sur qui on peut compter pour qu'en nous battons au sein de l'hémicycle, que les lois peuvent passer tranquillement? Mais c'est dans la rue. C'est dans la rue. Il faut qu'il y ait un rapport de force. Et comme j'ai dit, s'il n'y a pas de rapport de force dans la rue, on n'y peut rien. Demain, on viendra dire que non, on a voté les députés, ils ne font rien. Il y a une autre formule. Hein. Bon, peut-être. Notre formule consiste à boycotter les avions pendant 15 jours, un mois. Bah, ça dépend maintenant des voyageurs. Si le voyageur décide pendant 15 jours, un mois, de ne pas prendre l'avion... Voilà, mais tout ça, c'est la lutte aussi. Hein. Oui. Tout ça, c'est la lutte. Aujourd'hui, si tout le monde dit que bon, je ne prends pas l'avion, tout est cher, que chacun reste chez soi, il va que le vol ne marche pas, mais ils vont baisser. Oui. Mais voilà, mais c'est cher, les gens voyagent. Donc, tout ça... Ils se battent pour entrer dans l'avion. Voilà. Tout ça pour clôturer tout ça, moi, je dis, c'est la lutte. Parce que moi, j'ai vu notre résultat. J'ai vu notre résultat face au groupe Accor. Parce que si ce n'était pas la lutte, à l'hôtel Ibis aujourd'hui, il n'y a pas 800 €. Il n'y a pas 700 €, il n'y a pas 900 €. Il n'y en a plus. Il n'y a pas 1000 €. Les femmes, elles sont tellement contentes, ça peut aller de 1500 à 2000 et quelques euros. Qu'est-ce qui a donné tout ça? C'est la lutte qu'on a fait pendant 22 mois. Dans la souffrance, dans la misère, dans le mépris. Tout ce qu'on a traversé. Mais on a dit, malgré cette souffrance, on va tenir tête jusqu'à la victoire. Et c'est ce qu'on a fait. Et ça doit servir d'exemple à d'autres personnes. Ça doit servir d'exemple à d'autres peuples. Ça doit servir d'exemple à d'autres salariés qui sont maltraités dans leur service, de s'organiser pour dire aussi que nous aussi, les femmes de chambre de l'hôtel Ibis, les Batignolles, n'ont pas accepté ça. Elles ont gagné pendant 22 mois. Mais c'est que si nous aussi on fait, on peut gagner. Le gouvernement nous méprise, mais ils vont nous voir. On descend dans la rue. Et si ce n'est pas ça, rien ne va se faire. Il ne faut pas qu'on se mente ici. Si ce n'est pas ça, rien ne va se faire. Rien. Je suis confiant. Une chose nous attend, là, nous ne sommes pas au nez. La rue sera pleine, c'est le prochain. À Paris. À Paris, sur la face. Je ne sais pas pour ici. Mais ici, il faut qu'il prenne. Parce que moi, le jour où on avait fait la marche du 16 octobre contre la vie chère, il y avait du monde dans la rue. Mais en matinée, Guadeloupe, je n'ai pas vu des gens manifester contre la vie chère. Ça doit nous intéresser. Voilà, ça doit nous intéresser. Normalement, quand il y a une grande marche que les syndicats appellent à une marche à Paris, mais ici aussi, on doit s'organiser pour marcher. On doit s'organiser aussi. Parce que, comme j'ai dit, l'union fait la force. Si partout, pourquoi contre la vie chère, on marche à Paris et on ne marche pas en Martinique, on ne marche pas en Guadeloupe, on ne marche pas en Réunion, on ne marche pas en Guyane? Pourquoi? Il y a un sérieux problème. Mais non! Et non, parce que les temps deviennent difficiles. Les temps deviennent difficiles. Il faut que les gens comprennent que... si on ne se met pas ensemble pour pouvoir lutter, on ne peut rien obtenir. On ne peut rien obtenir. Et ça, je suis sûr à 100%, si on ne fait rien, ça ne va pas bouger. Rien ne va bouger. Parce que c'est en manifestant. Je suis désolé si j'insiste sur la lutte, parce que c'est comme ça qu'on comprend et c'est comme ça, c'est dans cette lutte qu'on peut avoir des choses. Si ce n'est pas ça, on ne peut rien avoir. Rien. Vous êtes convaincu de la chose, vous êtes venu ici. De toute façon, vous êtes dans un pays où on revient. On espère vous voir très bientôt ici. Et arrivé là-bas, vous avez beaucoup de choses à raconter. Oui, beaucoup de choses, parce que chaque mardi, au sein de la France Insoumise, on a une réunion chaque mardi à 11h. Mais je vais faire le point d'ici et puis essayer aussi de voir avec la France Insoumise si on peut travailler ensemble sincèrement avec les autres collègues des Outre-mer pour pouvoir, au sein de l'hémicycle, se battre pour pouvoir regarder quand même le projet et la situation des Outre-mer. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Moi, je suis quelqu'un, j'écoute, j'observe. J'observe, j'écoute. Et quand je ne parle pas,
je travaille en fait mon esprit pour comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses parce que ce n'est pas normal que les Outre-mer soient oubliés. Ce n'est pas normal. Voilà. Donc ça me tient vraiment à cœur. Je pense que je vais beaucoup travailler dessus. Et surtout, je vais voir aussi la présidente Martine Panot, essayer de lui aussi parler sincèrement. Je sais qu'elle connaît peut-être les Outre-mer, mais il faut qu'on prenne les choses en main parce que franchement, l'heure est grave. Il faudra une surmédiatisation nationale pour expliquer ce qu'est l'outre-mer. Quelle est l'importance de l'outre-mer pour la France, mais quel est aussi le mépris qui est mis en face. Et tant qu'on n'aura fait ça, tant qu'on restera à regarder les feuilletons, on n'avancera pas. C'est pour ça que le peuple doit prendre conscience. Voilà. C'est pour ça d'où il y a les associations, comme j'ai redit encore, l'Union des femmes de la Martinique, que je profite pour remercier ici de m'avoir invité sur la terre de la Martinique, et le syndicaliste CDMT aussi, qui se sont mis ensemble pour pouvoir organiser ma visite sur le sol martiniquais. Je remercie toutes ces bonnes femmes de combat qu'on n'attend pas, mais je pense qu'après mon départ, j'ai dit aux gens tous les appels qu'elles vont faire. Surtout, il faut que aussi les médias leur donnent le choix aussi d'aller sur les plateaux télé pour parler des luttes aux Martiniquais. Parce que pourquoi je parle des médias? Parce que les médias aussi ont une puissance et un pouvoir. Parce que tout le monde suit aussi les médias, ils écoutent les radios. Je pense que si on donne un peu de liberté à cette association des femmes de venir s'exprimer, de parler aux Martiniquais, mais je pense que ça va fonctionner aussi. Avant de nous quitter, on vous a écouté. On a compris le message. Si vous avez quelque chose à dire avant en conclusion, ce serait quoi? Je vais dire la lutte, elle paye. La lutte, elle paye. Et de ne pas se sous-estimer parce que tu n'as pas de niveau. Tu baisses les bras parce que tu sais que, non, comme je ne sais pas lire ou écrire, ou bien comme je n'ai pas de niveau, je ne peux pas aller plus loin. Non, c'est faux. Tout est possible dans la vie. Et surtout, s'organiser. Voilà. Parce que s'organiser entre nous, s'organiser et lutter contre un gouvernement qui méprise, un gouvernement qui opprime, un gouvernement qui écrase. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup s'organiser. Ça doit nous amener à réfléchir. Voilà. Donc, comme je dis, l'union fait la force et la lutte, elle paye. Et elle a toujours payé d'ailleurs. Et l'union des femmes? Mais l'union des femmes, surtout les femmes, parce que la voix de la femme, elle apporte beaucoup. Voilà. Et je dirais aussi aux femmes, il est temps aussi de prendre les choses en main. Si les hommes ne veulent pas bouger, vous pouvez bouger les femmes. Voilà. Si les hommes dorment, nous, on ne dort pas parce qu'on se lève tôt le matin, on s'occupe de la maison, on va au travail, on revient, on s'occupe de la maison. Voilà. Donc, il est temps aussi que les femmes prennent la tête, voilà, la tête de la révolution, la tête de la lutte pour pouvoir sensibiliser les gens. Vraiment, je remercie aussi encore l'Union des femmes de la Martinique. Et vraiment, ça m'a vraiment fait plaisir d'être avec vous sur la terre martiniquaise. Et je remercie aussi la radio qui m'a invité, Zouk TV, qui m'a invité sur les plateaux. Et merci beaucoup, encore un grand merci. Et comme je dis, je suis tombée amoureuse de la Martinique et je reviendrai. Merci encore. Et puis, je ne peux pas terminer sans dire en Wolof, il y a qui ça m'accole. Ah, vous êtes fort quand même. Non, ce n'est pas une question de force. Vous êtes dans notre cœur. Merci encore beaucoup. Et à très bientôt.